Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau podcast sous le format témoignage. Donc, très content de vous retrouver et aujourd'hui on se retrouve avec Mathias. Salut. Mon cher Matsou, ça me fait plaisir de t'avoir ici mon gars. Et moi aussi, ça fait trop plaisir d'être ici. Je mets un peu de contexte. Mathias est freelance media buyer. Donc media buyer c'est quoi pour celles et ceux qui peut-être découvrent cette vidéo? C'est expert en publicité en ligne, peut-être que tu l'expliqueras aussi de ton côté. Voilà, il est passé par Shape Room, il est sorti de ses études il y a pas longtemps, je crois, il y a 6 mois, un truc comme ça. Hein. Ouais. Même pas. Officiellement 6 mois parce qu'il y avait des stages, Okay. mais sinon ça fait 1 an, on va dire que j'ai arrêté les cours. Ok, mais t'as eu un stage, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Stage jusqu'en février. Ok. Et puis donc Mathias, à la base, on est potes, hein, et ça me fait plaisir de t'avoir ici pour comprendre un petit peu comment et pourquoi tout ce chemin t'a amené jusqu'ici, jusqu'à ce fameux studio de podcast et jusqu'au moment où tu t'es lancé en freelance. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour savoir qui tu es? Ok, je vais regarder la caméra, faut que je prenne l'habitude. Comme un présentateur télé. Bah écoutez, salut à tous. Moi, je m'appelle Mathias. Je suis freelance donc depuis 6 mois. Moi, on va y revenir sur mon parcours, mais j'ai fait, je suis parisien, grandi à Paris, né à Paris. Et j'ai fait tout le parcours classique, donc collège, lycée, grosse école de commerce à Paris. Et j'ai switché en mode freelance récemment. Ouais, donc pur produit parisien. Pur produit parisien. Un peu comme moi, hein, presque. Moi, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Par contre, bon, j'ai pas eu des études, on va dire, vraiment classiques. Bon, même si c'est un peu quand même le système classique, on va y revenir de toute façon. Donc, raconte-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ça fait 6 mois que t'es freelance. Comment ça se passe en ce moment là? T'as combien de clients? Est-ce que tu voyages un peu? Ouais, bah écoute, j'ai voyagé grâce au collectif Les Shapers, il faut en parler. Le collectif des Shapers, on est allé au Maroc pendant 3 semaines et c'était trop cool. Moi, c'était mon première fois que j'avais l'opportunité de travailler à l'étranger, donc au Maroc, pendant 3 semaines où t'as le cadre de vie qui est pas cher, le beau temps, la mer, le surf. Franchement, c'était sympa. Et évidemment, il y avait tous les membres du collectif, donc on a pu échanger quelques tips aussi techniques, voir un petit peu comment tout le monde fonctionne en termes de prospection, etc., même comment gérer les clients, etc. Donc, c'était super enrichissant. Ouais, c'est vrai que c'est un élément important, on va en reparler tout à l'heure, mais pour celles et ceux qui découvrent peut-être la chaîne, le podcast, donc en gros, moi je suis entrepreneur, j'ai fondé Shape Room. Shape Room, c'est un accompagnement pour les salariés qui veulent se lancer en freelance en tant que media buyer. Et donc il y a un premier produit, on va dire, qui est le bootcamp, donc l'accompagnement, et le deuxième, entre guillemets, produit qui est une communauté, un collectif. Et ça, pour moi, c'est la pierre angulaire du projet de Shape Room, plus sur du long terme, parce qu'il faut que ça se construise, etc. Et c'est ultra important pour moi de pouvoir construire une communauté, un collectif. Du coup, là où tu te trouves, on est presque une vingtaine. Et dans ce collectif, évidemment, il y a de l'entraide, du coaching, des cours en ligne, et il y a donc ce dont parlait Mathias, des co-living. On organise des co-living, c'est comme des colocations éphémères. Donc là, on a fait pendant 3 semaines en mois de mai au Maroc. C'était le tout premier co-living Shape Room d'ailleurs. C'était le tout premier co-living Shape Room où j'ai eu la chance d'en faire partie. Alors, franchement, trop bien. Et en plus, j'ai signé quelques clients là-bas, donc c'était très cool. Ouais. T'en as signé combien là-bas? J'en ai signé un seul. Mais il y en a un que j'ai signé et j'avais déjà démarré les process, et une autre qui a failli signer, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Dommage. Ça arrive, ça fait partie du métier. Tu peux pas signer tout le monde, hein. Ouais. T'as combien de clients en ce moment? Là, pour moi, j'ai 4 clients. Ok, j'en ai signé un là il y a 3 jours. Trop bien. On peut l'applaudir de chez vous. On applaudit Mathias. Ouais, donc 4 clients en 5-6 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai tendance à dire un peu moins que ça parce que tu vois, j'ai fini mon stage fin février. Ah oui. Donc, techniquement, oui, j'ai commencé l'accompagnement début janvier. Parce que 2025, nouvelle année, nouvelle résolution. Et du coup, j'avais commencé l'accompagnement en parallèle de mon stage, mais évidemment, j'avais pas forcément l'opportunité d'y aller à 100% dedans, même si j'avançais quand même assez vite. Du coup, on va dire que depuis fin février, là, je suis à fond. Ça va faire 4 mois. 4 mois, ouais. 4 mois, donc c'est plutôt pas mal. 4 clients. Ouais, hein. Un client par mois. C'est ça. Même si c'était pas aussi linéaire. Et il y en a un qui m'a lâché de client. Donc, entre-temps, tu vois, on peut même dire 5, mais l'autre est parti. Parce qu'il appliquait pas mes recos, c'est pour ça. Ah ouais? Ouais, il appliquait pas mes recos de créa et tout. Mais bon, ça fait un peu rageux de le dire au micro, mais c'est comme ça que moi je l'ai vu en tout cas. Ouais, après, il y a plein de circonstances qui font que, effectivement, des fois, tu as des clients qui sont un peu têtus, ils pensent mieux savoir. Ça arrive. Ouais. Je l'ai pas vu venir. Ça arrive, c'est comme ça. On s'en relève. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur une phrase, je me rappelle très bien, mec. Ouais.
Quand on s'est appelé, je crois que c'était au mois de décembre, avant que tu rejoignes Shape Room. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle, moi j'étais en Indonésie, au bord de mer, je me rappelle très bien, mec, c'était incroyable. Le coucher de soleil, je t'avais au téléphone, tu me disais écoute. J'ai vu la vidéo en plus. Enfin, tu sais, Ah oui. par moment, tu la passes dans quelques extraits et tout. Oui. Et je vois où t'étais quand tu m'appelais à ce moment-là. Ouais. C'était bien. Hein. Ouais, c'était cool. bien. C'était cool. Et du coup, tu me disais que tu voulais rejoindre Shape Room, donc en plus, ça me Ouais. fait tellement plaisir. Déjà, alors avant de reparler de la phrase, petite parenthèse. Moi, ça me fait vraiment plaisir qu'un ami me fasse confiance, tu vois. Ouais. Je trouve que ça en dit long, tu vois, sur ce que je fais, sur l'accompagnement, sur l'implication que je mène dans ce projet-là. Parce que t'es pas le seul, tu vois. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, 2-3 autres potes. Donc, ça me fait vraiment plaisir que mes amis me fassent confiance et qui croient en mon projet, tu vois. Ouais. Donc, déjà, merci pour ça, déjà. Et puis, à ce moment-là, donc, la fameuse phrase que tu m'avais dit, je crois, sur WhatsApp, tu m'avais dit, je vais chercher mes rêves. Ouais, ça, je t'avais dit ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? C'est quoi ça veut dire quoi, je vais chercher mes rêves? Bah déjà, c'est fuir ce que je voulais pas. Ça, c'est sûr. Ça commence par là. Parce que moi, tu vois, j'étais en stage. Bon, c'était une expérience. Moi, je trouve que toutes les expériences sont bonnes parce que même si c'était une mauvaise expérience, au moins, j'ai compris que c'était pas du tout le milieu que je voulais. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux? Et je me suis posé. Et c'est, je sais, un exercice qu'on a repris plusieurs fois aussi dans la formation, etc. Mais voilà, où tu veux être dans 1 an, où tu veux être dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Et moi, déjà, je me disais, sans parler de revenus, je sais que je voulais pas être dans un bureau à Paris. Ça, c'était, tu vois, c'est simple. Et moi, je trouve, d'ailleurs, c'est un truc qu'on pourra peut-être en rediscuter, mais la motivation, chez moi en tout cas, ça vient beaucoup par la peur de finir quelque part. Tu vois, genre, moi, la peur de finir dans un bureau à Paris, ça me terrifie. Et c'est ça qui m'a aussi poussé à aller chercher mes rêves. Et les rêves, justement, c'est pouvoir être indépendant financièrement, pouvoir être indépendant en termes de localisation. C'est-à-dire, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un des congés ou quoi. C'est avoir cette liberté, qu'elle soit géographique et financière, tout simplement. Ok. Et aussi rencontrer des gens et bosser avec des gens que je kiffe. Ça, c'est super important parce que oui, il y a toujours des collègues au bureau que tu vas kiffer, mais je trouve qu'en fait, en freelance, quand tu as la chance de pouvoir choisir déjà tes clients et ensuite les partenaires avec qui tu bosses, franchement, ça rend la vie beaucoup plus facile parce que même si là, je vais bosser plus, au moins, je bosse avec des gens que je kiffe et ça a pas. Franchement, c'est indescriptible comme sensation parce que moi, je connaissais pas ça avant, tu vois. Donc, incroyable. Ouais, c'est clair. Quand t'es en entreprise, t'as tendance à pas plus subir, surtout aussi en agence. Alors, ça dépend des agences, tu vois, mais moi, je sais que j'ai eu la chance quand même en agence de pouvoir plus ou moins choisir mes clients, mais il y en a d'autres qui juste ils subissent, quoi, tu vois. C'est en mode, t'as pas le choix, on te met ce client-là. Et moi, j'en connais certaines qui sont partis en vrai burn-out pour le coup, tu vois, qui sont partis voire même en dépression. Parce que tu as des clients qui sont horribles et parce que tu es dans une machine à laver, comme j'aime bien dire, tu en t'essors le plus possible. Carrément. Parce qu'en plus, le modèle agence, parce qu'en fait, si tu es média buyer, t'as pas 1000 solutions. Hein. C'est soit tu es en freelance, soit tu es en agence, soit tu peux être chez l'annonceur, mais tu vas pas. Donc, annonceur, c'est une marque. Donc, tu vas pas seulement faire des publicités en ligne, tu vas faire d'autres choses. Donc, généralement, si tu veux faire que de la publicité en ligne, c'est agence ou en freelance. Et en agence, la plupart du temps, c'est on te paye le moins possible et on te charge le plus possible. Et vraiment, c'est on t'essort, quoi. Mais surtout, un truc sur lequel je veux rebondir, et ça continue sur la question, c'était quoi chercher tes rêves? C'est aussi le truc d'agence. En fait, même si tu veux une carrière classique, je trouve qu'en fait, il faut jouer le jeu de la politique, de l'entreprise, etc. Et en fait, ça, c'est un truc, moi, déjà, j'y arrive pas, parce que je suis plutôt à l'aise dans la vie de tous les jours. Mais quand je suis en cadre d'entreprise, c'était trop bizarre d'expliquer ça, parce que je me sentais... je sais pas, je me sentais pas moi en fait, j'arrivais pas à être moi-même. Et du coup, et ça, c'est un gros truc qui a changé aussi, c'est le fait de pouvoir être toi. Et même avec les clients que j'ai, c'est paradoxal en plus parce que c'est mes clients, donc je devrais être peut-être plus stressé. Mais quand j'ai un échange sur Malte avec un client ou même en meeting, j'ai jamais le stress que j'ai pu avoir quand j'étais en entreprise, tu vois. Et c'est assez paradoxal. Et parce que en fait, là, je sais que c'est mon truc et qu'il n'y a pas de jeu politique à jouer. Et c'est aussi ça, tu vois, ce que j'aimais vraiment pas du tout dans le corpo, c'est le fait que, c'est mon impression, encore une fois, ça n'engage que moi, tu vois, mais l'impression que toi, tu es là et il y a plein d'éléments extérieurs que tu peux pas forcément contrôler qui vont déterminer la suite de ta carrière. Par exemple, toi, tu peux faire du très bon taf, mais derrière, s'il y a un collègue qui s'entend super bien avec le manager, c'est peut-être lui qui va monter. Derrière, si tu as un client, parce que les clients, tu décides pas forcément qui t'as comme client. Si tu as un client qui te voit pas en peinture,
bah, il te fait des mauvais commentaires, c'est pas bon pour ta promotion non plus. Donc en fait, je trouve que tu as plein d'éléments externes que tu peux pas forcément contrôler. Et c'est justement ce que j'aime dans le freelancing, c'est que c'est vraiment bah, le contrôle, c'est toi, quoi. C'est ton truc, c'est toi qui gères. Ok, donc pour toi, C'est de la responsabilité. Ouais. Ouais. Donc pour toi, être en freelance, c'est plus propice à du développement personnel en fait. Ouais, C'est carrément. plus, en tout cas, tu as plus de confort pour ça plutôt que l'entreprise. Carrément, 100%. Bon, du coup, on va revenir en arrière, comprendre comment ça s'est Comment ça passé, arrive. pourquoi tu t'es orienté vers ça, parce que il aurait pu y avoir 10 000 autres solutions en réalité, ou alors tu aurais pu peut-être te lancer en freelance plus tard. Mais donc, toi, je sais que tu as fait des écoles de commerce, donc tu as fait concours école de commerce post-bac, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ok. Sésame. Ah oui, mais oui, c'est ça, je me rappelle, j'avais fait pareil. en plus. Oui, Access et Sésame, j'avais fait moi. Ouais. Ah, alors moi, pour le coup, j'ai pas eu les concours, Ouais. mais Dieu merci, parce qu'en Moi, fait... j'ai eu. Yes. Ouais, bah, bravo, hein. Tant mieux. Ouais. Mais ouais, moi en fait, je m'en rappelle, je voulais faire. En fait, je savais que le web et Internet, ça m'intéressait. Ouais. En plus, mes parents ils me disaient ouais, c'est bien, il y a des bons débouchés, des bons débouchés. Tout le Ah monde ouais. ne parle que par débouchés. Sur le web et Internet, ils disaient ça, tes parents. Bah oui, à l'époque, Ok. on était en 2016. Ouais. Non, mais c'est cool parce que moi, je pense que mes parents, ils auraient pas. Enfin, ils Ah ouais. savent que web et Internet, c'est bien et tout, mais ils auraient pas pensé, ok, t'as des débouchés. Ah ouais. Ouais. Ils savaient qu'il y a des débouchés sur web et Internet, mais ils se seraient pas dit, ok, va là-dedans. Ah ok. Ouais. Ah, intéressant. Bah, après, moi ça va, j'ai eu des parents quand même assez cool qui m'ont Ouais. pas dit non, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Moi, ils ont vu que, je sais pas, tu vois, les maths, c'était pas forcément mon truc. Enfin, j'avais genre 12, tu sais, genre, j'avais à peu près Ouais. 12 partout, tu vois, j'étais pas Ouais. hypé par les cours et j'étais pas forcément hyper bon. Par contre, j'ai toujours été intéressé par Internet, par le montage vidéo. Mais je m'étais dit, parce qu'il y avait des écoles du web déjà à l'époque, tu vois, IIM, éthique, il y en a d'autres, j'ai oublié les noms. Et je me suis dit, non, mais vas-y, je vais quand même faire chemin classique, tu vois. T'as toujours ce système-là qui te pousse à le suivre. Ouais. Pas mal d'éléments extérieurs aussi. Donc je me suis dit, je vais faire école de commerce post-bac, comme tout le monde. En plus de ça, moi j'avais un cliché, alors je suis désolé, mais j'avais un cliché énorme, c'est que pour moi, école du web était égal à geek. Et genre, tu sais, ouais. le cliché du geek, tu vois, genre. On peut continuer l'interview comme ça. Non, mais j'avais ce vieux cliché, mon gars, putain, Ouais. vraiment, je m'en veux, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, mais vas-y, je préfère école de commerce et je ferai une spécialisation après. Donc, j'ai fait les concours, Sésame, Access et Sésame, Ouais. et je l'ai pas eu à 0,08, je crois, un truc comme ça. Mais t'as pas eu quoi? Parce qu'il y avait plein d'écoles différentes pour lesquelles tu Mais peux suivre. je suis pas passé au stade suivant, en fait. J'ai fait les écrits, là. Ouais, tu sais. mais il y avait plusieurs écoles. Ah, mais Ouais, j'ai. T'as eu zéro. Ah, j'ai rien eu, je pense. Ouais. Ou alors j'ai pas regardé, mais j'ai vu que j'étais en mode Ouais. refusé, quoi. Ouais. Et je pense qu'il fallait au moins 10 sur 20 pour Ok. passer. Ouais. Peut-être que ça a changé depuis, hein, mais moi c'était ça. Ok, je sais pas, je crois que c'était juste par rapport aux autres en fait. Il n'y avait pas même de moyenne à avoir, je crois que c'était juste par Ah, rapport aux autres. ok. Bah écoute, ouais, moi je pensais que, bon, je sais pas, bref, en tout cas je devais avoir 10 normalement et j'ai eu 9, je sais plus combien. Ah ouais. Bref, en même temps, j'avais pas fait grand chose. Mais heureusement, parce que je me suis orienté sur une école du web qui Ouais. s'appelle Éthique. Et franchement, ça m'a donné beaucoup d'armes pour la suite, parce que quand je suis arrivé en agence, bah, j'avais plus de connaissances et de compétences que des gens qui sortaient d'école de commerce, tu vois. Ah ouais, j'en doute pas. On pourra taper sur des écoles de Ah, mais commerce. bon. Et donc, du coup, toi, t'as fait aussi Access et Sésame. Ouais. Donc, toi, t'as eu, pour le coup, t'as réussi. T'as Ouais, fait, j'ai eu les secs du coup. t'as eu les En secs. post-bac, ouais. En post-bac. Ok. Ouais. Et après, après j'ai fait un master post-ESSEC, mais un master SP, Master of Science, ça s'appelle, en data, big data et business analytics. Et c'était à l'ESCP, qui est top 3 en Ok. gros. Ok, donc, mais je savais pas que les secs faisaient post-bac. Je pensais que c'était que post-prépa. Ouais, alors je sais pas depuis quand ils font ça, mais si, ils font post-bac. Il y a que HEC, je crois, qui fait pas, mais c'est tout. Ah, ok. Hmm. ESCP aussi, du coup ESCP, j'ai appris qu'ils faisaient, mais c'est un peu différent. Je crois que c'est pas les mêmes C'est un concours, MBA, non, un truc comme ça Non, ils ont un BBA aussi, parce que moi, ça s'appelle un BBA, mon truc. Ok. J'y connais rien. Bachelor Business et Administration. Ok. C'est ça. et je sais que le SCP a pareil, mais moi, j'en avais même pas connaissance à l'époque, donc c'est pas par les concours là, je crois. Mais donc, du coup, t'as intégré les secs. C'était combien de temps les secs Et c'est que c'était 4 ans. Ok. Ouais, 4 ans. Du coup, je suis rentré en 2019. Je suis sorti en 2023. Ouais, c'est ça. Je suis sorti en 2023. Ensuite, j'ai fait mon master rentrée octobre 2023 et j'ai fini les cours du coup en juillet 2024. Et là, j'ai eu Et t'as fini le stage en. le stage du coup de septembre à février Ah 2025. ouais. Donc, t'as fait quasiment 6 ans Bah 5 ans et demi, ouais. 5 Ah ans ouais. et demi. Ah ouais, ok. C'est pas mal, alors que pour le coup, je suis pas. Enfin, quand j'y repense, je suis pas du tout le profil à faire des grosses études. En fait, j'ai fait parce que mes parents, ils ont toujours été dans le truc de faut faire des grosses études. Et en fait, moi, j'ai toujours suivi ça. Et comme toi, comme tu le dis, il y a ce truc du système, surtout bah, quand tu as grandi à Paris. C'est moi, depuis que je suis au collège, on parlait déjà le lycée. Et après le lycée, on parle déjà de. Bah, la plupart de tes potes, ils vont en prépa ou dans les facs prestigieuses.
Donc en fait, t'es un peu obligé de faire pareil. Ah, tu te sens obligé, quoi. Ouais, tu te sens obligé. Ouais, parce que je dis obligé, mais moi, c'est vraiment le sentiment que j'avais, tu vois. Ouais, y a pas d'autre option. C'est pour ça que je te dis, t'es obligé de faire pareil, même pas tu te sens obligé. Parce que pour moi, t'avais même pas d'autre option, en fait. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Mais t'en penses quoi d'ailleurs de tout ça? Tu vois, le fait de te sentir obligé, de tout ce système-là? Bah déjà, c'est très français. Après, je sais que moi, c'est pas un... Enfin, c'est un truc que j'ai eu très personnel, parce que j'ai des potes, tu vois, qui sont en banlieue, qui ont pas forcément vécu la même expérience que moi. Moi, je sais que je pense que c'est peut-être très propre à Paris. Je pense que même pour avoir discuté avec des gens qui venaient de province, comme on dit, ça fait ultra péjoratif, comme je l'ai dit, alors qu'en vrai, il n'y a aucune méchanceté dans mes propos. Mais tu vois, des gens qui venaient de province, ils me disaient, bah, moi, je savais pas que tout ça existait, tu vois. Quand ils arrivaient dans les tops écoles, ils disent, bah, moi, je savais pas que tout ça, ça existait. Donc, déjà, il y a un. Tout ça, quoi? Bah, toutes les grosses écoles, tous les concours, machin, il y en a plein, ils sont même pas au courant que ça existe. Mais à Paris, pour le coup, à mon avis, c'est l'inverse, quoi. En fait, moi, depuis que je suis petit, tu vas faire un gros cursus. Alors que j'étais pas forcément taillé pour faire un très gros cursus non plus, tu vois. Parce que, bah, juste les études. Franchement, j'étais content d'arrêter. Hein, je vais pas te mentir, le master, là, j'étais très, très content d'avoir fini les cours et de pouvoir enfin me lancer, faire ma vie, quoi. Ok, mais du coup, quand tu t'es lancé dans une école de commerce, il y a aucun moment où tu t'es posé la question de si c'était bien pour toi, si t'étais sur le bon chemin ou pas? Déjà, je savais pas. Moi, il faut partir de là. Tu vois, je savais pas vraiment ce que je voulais faire précisément. Tu vois, t'es tellement de choix. T'as les choix que t'élimines, les trucs de médecin, machin. Tu sais que c'est pas pour toi parce que bah c'est un cursus précis, donc tu pourras pas y aller. Et c'est ok. Moi, je voulais pas faire ça. Et après, t'as tous les métiers, mais en fait, moi, je voyais juste des métiers où t'es derrière un ordi dans une entreprise et je voyais rien où je me disais ok, ça a l'air incroyable, ça va me faire vibrer, tu vois. Donc en fait, non, j'ai jamais eu ce truc. Moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais. Et pendant longtemps aussi à l'ESSEC, tu vois, j'ai pas su ce que je voulais. Après, je me suis dit, la data analyse, en vrai, c'est intéressant. Et tu vois, c'est de fil en aiguille parce que la data analyse, en vrai, c'est un truc qui m'intéresse parce que justement, je trouve ça ultra cool d'avoir des insights de ce qui se passe dans le business, de pouvoir prendre des décisions grâce à ce que tu vas voir. Mais c'était pas du tout comme je l'imaginais, tu vois. Moi, je pensais que tu aurais bien plus de pouvoir de décision. Et oui, tu en auras, mais il faut attendre quelques années avant d'en avoir, tu vois. Parce que quand tu es juste data analyse, bah, tu es juste le mec qui fait les tests, les vises, et c'est tout, quoi. Donc en fait, ouais, moi, c'est pas un truc que je voulais. Je voulais ce truc de décision, de pouvoir avoir du pouvoir, mais pas attendre 5 ans, 10 ans pour le faire, tu vois. Ça, pour moi, c'est impossible. Ouais, mais c'est assez caractéristique, je trouve que, tu vois, il y avait aussi, j'ai fait le témoignage avec Lucien, avec Tom Soa. Ouais. Donc, vous avez tous moins de 25 ans, enfin jusqu'à 25 ans. Et c'est assez caractéristique, en fait. On a tous envie d'avoir plus de responsabilités assez rapidement. Là où je trouve que le système classique ne le permet pas forcément. Ouais, sauf ou si sinon t'étais dans une start-up, quoi. Mais... C'est ça. Bah, il y a start-up, j'y avais pensé, mais sinon, le système classique, c'est vraiment, ouais, tu dois passer vraiment par le bas du bas. Ouais, et en vrai, à la limite, je peux comprendre parce qu'il faut bien évoluer. Ouais. Mais moi, j'ai pas le courage. Honnêtement, flemme. Voilà, Flemme de passer tout en bas, alors qu'en plus, l'évolution salariale aussi, bon, tu vas pas gagner non plus des sommes de fou. Et en termes d'horaire, une fois que tu commences à avoir des responsabilités en entreprise, bah, ça augmente de fou aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie contrainte. Donc faut savoir ce que tu veux. Et je trouve, en fait, il n'y avait pas de mélange parfait, idéal, pour être à la fois plutôt chill, on va dire, et à la fois pouvoir scale et gagner vraiment beaucoup. Bah, le freelancing. Exactement. Parce que le freelancing, bah, pour le coup, tu vois, là, je signe un nouveau client, je sais que c'est 600, 700, voire 800 qui peuvent aller dans ma poche direct. Ta promotion, elle est avec le client que tu signes, tu vois. Et oui, tu vas travailler plus, mais moi, ça me gêne moins de travailler plus quand je sais que c'est pour moi. Et que, en fait, même les missions sont plus intéressantes, tu vois. Là, les clients que j'aide, moi, je kiffe les aider. Je kiffe les aider à grandir leurs projets. C'est ultra passionnant, en fait. Donc, en fait, ouais. Et avoir les challenges, en fait, t'as tous les challenges d'une entreprise, sauf que tu pilotes ton truc et t'es indépendant. Donc, en fait, pour moi, c'est le mélange qui est nickel, quoi. Ouais. Parfait. Tu peux pas demander mieux. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais ce même ressenti aussi. Ouais. C'est un peu comme un terrain de jeu où si t'avais un peu ta propre barque, tu vois, au début, c'est une barque, et puis après, ça devient un bateau, tu fais grossir ton entreprise. Ouais, c'est carrément ça. Je pense que c'est cool. Mais d'ailleurs, tu trouves pas ça bizarre, justement, ou même anormal que, tu vois, tout ce qui est freelance, entrepreneuriat, on le voit que très tard. Non, mais c'est vrai, on n'en parle pas du tout à l'école. Mais c'est sûr, mais moi, école de commerce, on n'a jamais parlé. Enfin, même en école de commerce? Ouais, pour moi, en fait, si t'étais entrepreneur, pour moi, c'est simple. C'est que tu montes ta boîte.
Et dans ma tête, tu montes ta boîte, c'est t'as une idée de ouf et tu lances ton projet, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, je vais jamais être entrepreneur parce que c'est pas pour moi, tu vois. Parce que, comme je te dis, la vision que j'avais de l'entrepreneuriat, c'est tu montes ta boîte et c'est un truc de fou, en fait. C'est genre, t'es un génie. Pour moi, c'est comme ça, je vais te le dire, t'es un génie. Et sans manquer de respect aux freelancers, tu vois, c'est des gens smart et tout, mais c'est pas forcément des génies, tu vois, ils ont pas révolutionné le monde. Et moi, j'avais beaucoup cette vision. Et pour revenir à ta question, si je t'avais pas rencontré, mais je pense que je te l'ai déjà dit, mais jamais, en fait, j'aurais eu ce spectre des possibilités de faire du freelancing. Parce que autour de moi, bah, comme je t'ai dit, école de commerce, machin, t'as que des mecs qui sont enfin, tous mes potes d'ailleurs, ils sont dans le corporate. Et il y en a, ils s'épanouissent de ouf, d'autres non. Mais tu vois, j'ai pas un seul exemple autour de moi, à part toi, qui était dans le freelancing. Et en fait, le fait d'avoir discuté beaucoup avec toi et tout, parce que bah, comme tu as dit avant, on est potes, ça m'a permis en fait d'ouvrir le champ des possibles et de me dire, ok, il y a un autre moyen que juste le corpo. Et juste ça, bah, c'est pour ça, après, tu dis, bah, tu m'as fait confiance. Ouais, mais moi, j'ai vu. J'ai vu que bah, combien tu gagnais et tout. On peut parler argent ici, ça. Ouais, tu peux. Hein. Combien tu gagnais et tout. Tu me disais, ouais, des 6 000, 7 000. Enfin, même le cadre de vie, le rythme de vie que tu peux avoir, tout en voyageant et tout. En fait, moi, je voyais ça et ça m'a inspiré. Honnêtement, je me suis dit, ok, c'est possible, en fait. C'est possible de le faire parce que, encore une fois, t'as rien révolutionné. Et c'est pas pour. Je suis pas un génie. Non. Je suis vraiment une merde. Non, c'est pas pour dire ça, tu vois. Mais en vrai, enfin, t'es smart et tout. Mais voilà, c'est pas un génie, c'est pas Jeff Bezos et tout. Et pourtant, tu vis une vie incroyable, tu vois. Donc en vrai, moi, c'est ça qui m'a vachement poussé. Et pareil avec le collectif, tu vois plein de freelances qui sont un peu dans le même cas. Alors peut-être à des niveaux un peu différents, mais qui gagnent très bien leur vie. Et pareil, ils font leur vie, quoi. Et c'est trop cool. En vrai, c'est incroyable. Ouais, il y a deux choses intéressantes. Déjà, la première, c'est que tu as dit que bah, tous tes potes sont salariés, tu vois. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant parce que parfois, c'est pas tout le temps, mais parfois, j'entends des gens qui disent non, mais tout le monde se lance en freelance, c'est bouché, etc. Mais les gars, si vous faites le compte, il y a tellement peu de freelance qui se lancent, tellement peu de freelance en activité, et encore moins de freelance qui sont bons, parce que ça, on n'en parle jamais, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui ont envie, mais entre envie et le faire vraiment, déjà, il y a un gros gap. Ensuite, il y en a qui le font, mais qui réussissent pas ou qui galèrent. Ensuite, il y en a qui arrivent, mais qui sont pas forcément bons. Et après, il y a ceux qui sont bons. Donc, en fait, tu as un écrémage de fou, tu vois. Carrément. Et au-delà de ça, bon, bah, il y a toujours pas assez de freelance, surtout en media buying, tu vois, la demande, elle est forte. Et il n'y a pas assez de media buyers, et il n'y a pas assez de bons media buyers, tu vois. Ouais, et juste, je rebondis parce que tu as dit c'est bouché enfin, il y a des gens qui pensent que c'est bouché en freelance. Mec, en CDI, moi, je peux te dire que là, actuellement, je sais pas tous les domaines, tu vois. Mais si tu veux un truc à Paris, corpo et tout, moi, mes potes, ils ont galéré avant d'avoir leur CDI, tu vois. Ils ont galéré. C'était un peu tout le monde sur le branle-bas de combat pour avoir ces trucs, ces stages et tout. Il y avait une vraie pression. Franchement, c'est pas simple non plus d'avoir un bon CDI. Et à chaque fois, je vois des posts sur LinkedIn de personnes qui disent ouais, moi, je cherche un job, urgence et tout. Il y a plein de gens qui trouvent pas non plus en CDI. Donc, le truc de dire c'est bouché en freelance, pour moi, c'est loin d'être aussi bouché qu'en CDI, tu vois. Ouais. Et quand je te dis bouché en CDI, c'est pour des postes de junior. Tu vois, en plus, tu essaies de rentrer post-école, t'as pas beaucoup d'XP. Franchement, c'est chaud, hein. Ouais. Bon courage. Bon courage. Et moi, je suis trop content d'être sorti de ça. Au moins, tu vois, déjà, ça, c'est un truc en moins à penser. Alors oui, tu dois chercher des clients et tout. Mais ça n'a rien à voir. En fait, tu galères pour un job que tu vas même pas forcément aimer, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas que. Après, c'est notre prisme, mais je comprends pas que les gens, ils se donnent autant et se tuent à la tâche pour aller trouver un CDI où ils vont être payés peut-être 2000, 2005 dans ces eaux-là. Et qui plus est, peut-être pour un job qu'ils ne vont pas forcément aimer, alors que tu peux faire la même chose en freelance, galérer peut-être pareil, voire moins. Mais tu le fais pour toi, tu le fais pour ta liberté, tu le fais pour gagner plus d'argent. Ouais. Et surtout qu'en fait, franchement, ça peut être très rapide. Tu vois, toi, tu t'es lancé en 4 mois, tu as eu 4 clients. Je veux dire, il y en a qui galèrent pendant 6 mois sans trouver de job. Ils persistent. Ouais, carrément. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas le freelancing, c'est OK, tu vois, il en faut pour tout le monde. Et tu vois, moi, j'avais beaucoup ce truc de me dire, OK, je vais me lancer en CDI parce qu'il me faut de l'expérience. Ça. Oui, alors du coup, merci, très bon sujet. Je truc sur un plateau, parce qu'en plus, j'en discutais avec mon meilleur pote là, il y a quelques jours. L'expérience. Tu vois, en taf, tu peux rien faire si t'as pas d'expérience. Genre, c'est vraiment le truc. Tu peux rien faire si t'as pas d'expérience. Moi, en freelance, j'ai commencé, je connaissais pas grand chose. Bah, franchement, ça va. Et là, tu vois, je te disais avant qu'on commence, je me suis mis à fond dans le tracking et tout. Déjà, je commence à maîtriser plutôt pas mal. Alors oui, j'ai peut-être pas 3-4 ans d'expérience. Mais c'est ultra excitant aussi de se dire, OK, là tu vois, en
en 6 mois, déjà, je pense que je me débrouille quand même pas mal. J'arrive à avoir des bons résultats et je me dis, mais t'imagines dans un an, ne serait-ce qu'un an, tu vois. Ouais. Alors que tu te projettes en entreprise, un an, tu auras gagné de l'expérience. Ouais, tu auras gagné de l'expérience qu'on a bien voulu te donner parce que quand tu es Moi, j'étais dans le conseil, mais tu vois, on te donne la mission. Parfois, tu as la chance de pouvoir choisir, mais tu as toujours un peu ce truc de tu prends ce que tu peux prendre. Et c'est l'expérience qui va venir de ça, tu vois. Donc, c'est pas toi qui crée ton expérience, c'est on te donne l'expérience que tu vas avoir. Et après, il y a des boîtes en vrai où tu vois, tu peux avoir beaucoup d'expérience. Moi, je sais, j'ai des potes, ils sont ultra épanouis, tu vois, et c'est propre à chacun. Mais moi, je sais que dans mon truc, c'était pas forcément le cas. Et tu dirais quoi du coup à la personne qui se dit non mais faut que je fasse un CDI, j'ai pas encore assez d'expérience, pour moi tu te lances pas en tant que junior, parce que moi des fois tu vois on me dit ça, tu vois, qu'est-ce que tu dirais à cette personne là? Bah, moi je pars du principe que déjà c'est une excuse forcément, mais des excuses t'en auras toujours, tu vois. En plus ça c'est vraiment une excuse pas folle, tu vois. En fait si tu me dis t'as une vie de famille, ça va être compliqué en termes de revenus et tout, bon à ce moment-là c'est peut-être plus compliqué. Ça peut se faire, mais c'est déjà plus compliqué parce que tu as des grosses responsabilités. Mais je trouve que quand tu es jeune, en soi, tu n'as pas grand-chose à perdre. Et je pense que c'est le moment, justement, où tu peux tenter les trucs. Si ça marche pas, bah tant pis, tu vois, tu retrouves un CDI. De toute façon, si tu étais capable de trouver un CDI in the first place, tu seras capable d'y retrouver un CDI après, tu vois. Donc, en fait, pour moi, je dirais, ouais, c'est pas vrai. Pose-toi les vraies... En fait, je pense que c'est pose-toi les vraies questions. Pourquoi tu as peur qu'est-ce qui te fait penser que tu n'aurais pas l'expérience? Et est-ce que tu penses qu'après 2 ans en entreprise, tu seras capable de tout gérer ultra bien quand tu vas te lancer en solo, sans cadre, sans rien pour... Est-ce que tu seras capable après 2 ans d'entreprise? Moi, je pense pas. Je pense que tu vas être au même niveau, tu vas galérer pareil et ça va venir sur le tas, quoi. Mais sauf que tu aurais perdu du temps. Tu te seras dit, ah merde. Et tu te diras, si j'aurais pu commencer plus tôt, et tu aurais pu gagner du temps. Après, c'est à chacun de voir combien de temps il est prêt à sacrifier. Bah, c'est ça, en fait, tu as tout résumé. Déjà, l'entreprise ne prépare pas à être freelance, à être entrepreneur, parce que c'est aussi ça, hein, si t'es entrepreneur, t'es mis dans une case, t'as un manager, t'as un cadre, t'es plus ou moins infantilisé, t'as des horaires. Plus la boîte est grosse, plus t'es mis aussi sur des sujets assez précis, donc tu sais pas forcément comment aller chercher des clients, comment créer une offre, comment gérer un client. Tu vois, par exemple, si je prends l'exemple d'une agence, par exemple, ça se rapproche plus du côté freelance. Là, tu parlais de tracking. Alors, le tracking, pour expliquer au cas où, c'est quand quelqu'un clique sur une publicité, on a besoin de savoir ce qui se passe derrière. Donc, quand tu cliques, il faut savoir si tu as ajouté au panier, tu as acheté ou des trucs comme ça. C'est des bouts de code qu'on met sur le site internet, quoi, pour suivre ce qui se passe. Et ben, il y a des gens qui font de la publicité déjà dans des agences, mais qui ne savent pas faire ça. Alors qu'en freelance, tu dois savoir le faire parce que, en fait, tu vas gérer des entreprises, tu vas aider des entreprises qui sont entre une personne jusqu'à peut-être 50, 60 personnes. Et donc, ils attendent de toi ce que tu puisses gérer différentes choses et pas juste un truc très précis que tu auras pu vendre dans une entreprise. Et ça, le truc, c'est aussi que je trouve que en fait, tu as déjà beaucoup plus de responsabilités et tu es beaucoup plus... En tout cas, moi, mon rôle auprès des entreprises que j'accompagne, c'est beaucoup plus partenaire business que juste prestataire. Ouais, tu vois, c'est pas juste prestataire. Ok, tu lances tes campagnes, tu regardes les KPI, tu coupes, tu changes les créas. C'est pas que ça, tu vois. C'est bon, déjà, je vais faire les recos créa. Je vais lui dire, ok, il faut utiliser l'angle 1, 2 et 3. On va tester ça et on va voir. Enfin, il y a une vraie structure, tu vois. Et derrière, je vais dire, ok, il n'y a pas de conversion. Où est le problème? Je regarde le site. Si le site il est flingué, je vais lui dire, écoute, ton site il est vraiment flingué. Et je dis pas comme ça, j'imagine les formes, mais ton en site gros, il est nul. Mais c'est ça, et en fait, t'aides beaucoup plus que juste, tu lances des campagnes, ça, en vrai, c'est juste cliquer sur des boutons. J'ai envie de te dire, tout le monde peut le faire, et surtout que je trouve que quand t'es salarié, t'auras peut-être moins de pression. Ouais, c'est ça. Parce que techniquement, si la campagne, elle merde, t'as un manager qui va prendre. Alors, le manager peut te mettre la pression, ça, c'est une autre histoire. Mais typiquement, c'est le manager qui va prendre, et toi, tu n'auras pas cette attente de résultat autant que quand tu es en freelance. Donc, c'est beaucoup plus challengeant, je trouve. Carrément. Et pour moi, ce qui caractérise vraiment, tu disais, cette excuse, en fait, c'est un peu ça, mais c'est pas de la faute des gens, c'est plutôt de la faute de l'éducation et du système, parce qu'en gros, moi, j'aime bien donner l'image, tu vois, du prisonnier qui veut sortir de prison. Non, mais c'est un peu ça, parce qu'en gros, c'est un peu le salariat, pour moi, c'est un peu une prison dorée. Enfin, dorée, on a mis de la peinture, tu vois, genre pas vraiment dorée. Mais c'est en gros, t'as des horaires, on te donne à manger, t'as un cadre, on te dit quand tu peux sortir de ta cellule, quand tu peux rentrer. Bref, t'as pas 1000 questions à te poser. Ton argent, il tombe tous les mois, ce qui peut être cool pour certaines personnes, et c'est complètement OK. Voilà, tu ne te poses pas beaucoup de questions. Et donc, en fait, le fait ensuite de
de sortir de cette prison, si un jour, voilà, t'es libéré, les portes s'ouvrent, et là, en fait, le truc, c'est que tu quittes un cadre, tu quittes un cadre où on te disait quoi faire, comment, de quelle heure à quelle heure, et en fait, tu te retrouves un peu dehors face à tes responsabilités, face à cette liberté, et en fait, la liberté crée la peur. Parce qu'en gros, avec la liberté, il y a des responsabilités. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre ces responsabilités. Et c'est pas les responsabilités, c'est ses propres responsabilités, tu vois. C'est se gérer soi-même déjà, pour pouvoir ensuite gérer peut-être d'autres clients. Et en fait, malheureusement, on grandit dans un système qui nous prépare à être infantilisé. On est déjà infantilisé depuis plus jeune âge. Et donc, en fait, si tu demandes à quelqu'un de sortir de cette fameuse prison, t'imagines, tu prends un prisonnier, il fait 15 ans de prison, imagine. Le gars, il sort de prison, mais tu sais, c'est généralement... Il sait pas où aller. Mais oui, t'as une sorte de stress post-traumatique. Enfin, il faut trouver un travail, il faut faire ses courses. Juste ça, je pense, c'est compliqué, à mon avis. T'es en pleine nature et tu sais pas quoi faire, quoi. Ouais, carrément. Ouais, moi, je me suis lancé au début. Toi, tu prospectes, tu testes plusieurs trucs. J'ai fait du cold call, j'ai fait la prospection sur LinkedIn. J'ai envoyé je sais pas combien de DM sur LinkedIn. J'ai fait Malte, évidemment. Bon, ça, c'est pas vraiment Enfin, c'est la prospection, mais c'est pas actif parce que c'est pas à toi de le faire. J'ai fait de l'emailing, j'ai fait plein de trucs différents, mais tu sais, je savais pas trop quoi faire, même si normal. L'accompagnement m'a vachement aidé. Mais et heureusement, j'avais un accompagnement parce que sinon, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. Et ça aussi, pareil, tu vois, je pense que j'aurais pu le faire seul. Je pense que je suis capable de le faire seul. Mais en termes de temps, j'aurais passé tellement plus de temps, tu vois, si j'étais allé tout solo que. Pourquoi, tu vois, ça sert à rien. J'aurais pas 4 clients à l'heure actuelle. Donc en fait, le coût d'opportunité aurait été beaucoup plus élevé qu'un accompagnement. Tu vois. Ouais. Et puis aussi, moi je suis intimement convaincu que, en tout cas dans le media buying, si tu veux faire de la publicité en ligne, si t'es pas du tout accompagné, tu vas faire de la merde en fait. Parce qu'en fait, t'auras pas de structure, t'auras pas de repères, t'auras pas un mec qui est passé par là et qui dit non, fais pas ça, va plutôt là, ou alors fais attention à ça. Et donc, effectivement, déjà, t'es beaucoup plus lent. Tu prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, tu vois. J'aime bien donner cette image-là. Et surtout, pour moi, à l'arrivée, t'es essoufflé, t'es pas bon, tu vois. Tu seras pas bien accompagné des clients parce que tu n'auras pas d'accompagnement. T'auras vu des trucs sur YouTube, des trucs sur des blogs, je sais pas où, sur LinkedIn, etc. Il y a un micmac en plus sur Internet, il y a à boire et à manger. Vraiment. Donc, il faut être accompagné par quelqu'un. Alors, moi, j'avais donné des critères sur une vidéo. Faudrait que j'en fasse, je pense, une petite vidéo YouTube, mais l'idée, c'est de prendre un mentor qui a plusieurs années d'expérience quand même. Tu vois, c'est l'expérience, ça aide quand même énormément. Quelqu'un qui est idéalement passé en agence, parce que finalement l'agence c'est quand même cool. On aura beau dire ce qu'on veut, t'apprends beaucoup de choses. Voilà, qui plus est, il faut que ce soit une bonne agence quand même. Il faut un programme qui évolue aussi, parce que parfois, tu vois, t'as des formations un peu Netflix où t'as juste des vidéos et puis t'as rien derrière, t'as pas de communauté, t'as pas de mentor, t'as pas de coaching ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même les 3 éléments principaux. Et aussi un accompagnement où tu sens que tu es quand même au centre de l'attention, tu vois, dans le sens où tu as quelqu'un qui t'écoute, qui va répondre à tes questions. Donc c'est du mentoring, du coaching, il faut qu'il y ait tout ça, quoi. Ouais, carrément. Mais en plus, tu sais, je t'ai parlé des avantages du freelance et tout. Il y a notamment les gens que tu rencontres. Et en vrai, tu vois, tu parles de l'accompagnement, mais ça a débouché sur le collectif. Collectif, déjà, c'est incroyable, tu vois, c'est game changer de fou. Si tu as des gens, en fait, tu auras toujours des situations que tu n'as pas vécues en tant que média buyer. En fait, plus tu as de gens, plus tu as une probabilité que tu as une personne dans le collectif qui a vécu cette situation. Donc, en fait, rien que de pouvoir demander, OK, là, il se passe ça, je comprends pas trop, c'est la première fois que ça m'arrive, il y a quelqu'un qui va pouvoir te répondre et il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider et tout. Même les gens, enfin, il y a un esprit de communauté, c'est ultra cool. Tu rencontres des gens, je suis parti avec eux au Maroc, tu vois. Donc en fait, tu crées des liens qui seraient beaucoup plus forts que si tu te lançais solo dans ton coin, où en fait, tu vas peut-être te faire des potes along the way, au long du chemin, mais ouais, j'essaie de traduire. Tu fais beaucoup d'anglicisme. Ouais. Si on parle en anglais, si tu veux. Non. En plus, c'est terrible parce que je déteste quand les gens font ça, mais j'ai tendance à le faire. Ah, moi, je m'en fous, moi. Moi, j'aime pas. Donc, je vais essayer d'arrêter. Mais voilà, tu te fais des potes en cours de route et là, si t'es solo, tu t'en serais peut-être fait, mais beaucoup moins. Et ouais, des relations peut-être moins utiles, même si j'aime pas dire ça parce que ça fait en mode les relations sont utiles. Mais ouais, pour moi, c'est un point aussi essentiel. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Ouais. Et tu me disais que tu me voyais faire. Ouais.
Et c'était très drôle parce que tu disais, voilà, normalement, je pensais que pour lancer une startup, il fallait être un génie, etc. Tu m'as vu moi, tu dis, bon, il est freelance, il est chill, c'est pas forcément un génie. Pourtant, il marche bien. Mais en vrai, je trouve que c'est hyper stylé parce qu'en fait, moi-même, je le dis, j'ai pas fait des grandes études, tu vois. J'ai fait une école du web en 5 ans. Bon, t'avais pas de gros concours, t'as pas de sélection sur dossier ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, je trouve que sur ça, c'est pas forcément, bref, c'est mon avis perso, mais pas forcément utile de recruter sur dossier, etc., etc. Et j'ai jamais fait de CDI en fait, tu vois. J'ai fait des stages alternance, j'étais dans une agence qui m'a quand même bien formé, qui a été fondée par 2 anciens de Google, donc du coup c'est quand même cool. Mais tu vois, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas été en CDI, et pourtant, bah, quand tu me voyais, on s'est connus en 2022, donc tu vois, moi j'ai fait un peu un point en 2023, vers avril 2023, où je me suis dit, attends, je travaille 4 jours par semaine, je gagne 10 000 euros par mois, je travaille tout en voyageant, je suis libre, je regarde plus quand je paye, tu vois. Quand je m'achetais des vêtements, le restaurant, les vêtements, ce que tu veux, tu regardes plus, tu vois. Tu peux faire plaisir à tes proches, à ta famille. En voyage, tu sais que même une fois, j'avais regardé sur Booking et je voulais réserver un truc au Pérou, un appartement à Lima, pendant genre 1 semaine. Et j'avais tellement d'argent, enfin tellement d'argent, c'est pas forcément énorme, mais c'est quand même hyper confort, tu vois, de gagner 10 000 euros par mois. J'avais regardé voir s'il y avait classement du plus cher au moins cher. Ah ouais. Parce que je me suis dit, le plus cher, il va forcément être hyper stylé. Et moi, je voulais vraiment me faire un grand kiff, tu vois. C'est pour ça que je bossais aussi en freelance et que j'avais fait tout ça. C'est que je voulais me faire des grands kiffs, tu vois. Moi, par exemple, il y a un de mes grands kiffs, c'était une fois par an, parce que je m'achète pas forcément beaucoup de vêtements, mais une fois par an, je me prenais une après-midi et il y avait No Limit, tu vois. Ah ouais. Ouais, j'allais. Une fois par an? Une fois par an, ouais. Ok. J'allais genre chez Stadium, tu vois, parce que après, j'étais pas non plus j'allais pas faire plein de magasins différents. C'était juste un endroit, un gros endroit, et je dépensais, tu vois. Et tu allais le mercredi en plus. T'avais pas à y aller le samedi. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça. En vrai, c'est que des petits trucs comme ça. Tu te dis, mais quel kiff. Tout le monde bosse. Moi, je vais éclater ma carte bleue à Stadium pendant une après-midi. Et t'es là, tu regardes pas les prix. T'es en mode ça, j'aime. Allez, je prends. Et tu testes. Allez, je prends. Genre, oh là là, c'est génial, tu vois. Et en fait, pareil pour les restaurants et tout. Ouais, tu nous as invités. Moi, je te le dis. C'est vrai, tu m'as invité 2-3 fois au restaurant. Ah ouais, peut-être, ouais. Grand Prince. Au Maroc, tu m'avais invité, je me rappelle, le dernier jour avec Lucien. Lucien, il a pas dit. Ah oui. Mais je me rappelle, tu vois, tu nous invites de temps en temps. Ouais, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir, c'est des petits trucs comme ça et tout. Voilà, mais puis même avec les frères et sœurs, c'est sympa. T'offres, tu vois, une belle montre, un beau truc et tout, ou même d'autres choses. Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, c'est des métiers qui sont ouverts à tous. Tu vois, il faut un minimum de volonté, comme tu dis, un minimum de motivation et d'engagement. Et donc ensuite, quand tu as observé tout ça, moi j'aimerais bien savoir en fait à quel moment, parce que tu étais en stage, tu étais dans une agence et tout, pour moi je pensais pas que tu allais te lancer en freelance tout de suite, je savais que ça allait venir un jour ou l'autre. Ah ouais. Mais je me suis dit contre moi quoi. Non mais je me suis demandé qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok c'est maintenant, tu vois. Ça reprend un peu ce que j'ai dit avant, tu vois, mais c'est de me dire franchement pourquoi attendre, est-ce que dans 1 an, 2 ans, je serais plus prêt. Franchement, je pensais pas. Et en fait, je me voyais juste perdre mon temps, tu vois, parce que je me voyais être en cabinet. Parce que moi, j'étais pas en agence, j'étais en cabinet de conseil. Mais je me voyais être en cabinet de conseil. En vrai, il y a des trucs formateurs, donc j'aurais appris des choses, mais pas forcément quelque chose de concrètement exploitable. Tu vois, c'est des soft skills, des choses qui sont importantes, mais pas forcément concrètement exploitables. Et je construisais rien, en fait. Et je me dis, le plus tôt je commence, le plus vite je peux avoir des résultats et le plus vite je peux kiffer aussi, on va se mentir. Tu sais que c'est très drôle parce que moi je me rappelle d'une phrase de ma manageuse quand j'étais en agence qui avait sorti qu'en freelance tu construis rien. Ouais, c'est fou ça. Moi ça m'a... Tu sais, j'ai bloqué sur la phrase, j'étais comment ça tu construis rien. Et en plus j'étais pas encore lancé à ce moment-là, tu vois, je me posais beaucoup de questions. Et toi c'est marrant parce que tu dis l'inverse. Pour moi c'est complètement l'inverse. Tu construis ton business quoi. Tu construis, c'est à toi. Et encore une fois, c'est une question de responsabilité. Tu vois, il y a ton truc, tu gères ta barque. Si ça marche, ça marche et t'es content parce que c'est toi qui as réussi. Il y a aussi un peu ce truc d'ego aussi, je pense. Tu mérites de réussir parce que techniquement, c'est toi qui lances ton truc. Il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour te gérer, pour te donner de la thune quand ça va pas et tout. Non, tu gères ton truc, tu vois. Donc, si ça réussit, tu peux le rendre qu'à toi-même. Et si ça rate, pareil, c'est tant pis, tu auras essayé, tu vois. Et au moins, comme je t'ai dit, tu peux reprendre un CDI, il y a d'autres solutions.
Et puis, tu peux retenter plus tard. Mais ouais, en fait, c'est tout ça, moi. Ouais. Ouais, et en plus, tu vois, il y a un truc que je voudrais rajouter à ça, c'est que quand tu prends des bons accompagnements, typiquement, pour moi, chez Proom, c'est... Bon, je vais pas dire que c'est un mauvais accompagnement, hein. Pour moi, c'est un très bon accompagnement, mais tu vois, en fait, chez Proom, il y en a d'autres aussi. Quand tu rentres là-dedans, déjà, première chose, il y a des gens qui pensent que c'est de l'arnaque. Bon, eux, tant pis. Bah, Oui. attends, je rebondis sur ça parce que moi, c'est un vrai truc. Moi, tu vois, je suis vraiment un profil ultra frileux. Et jamais j'achèterai de formation sur Internet parce que moi, j'ai grandi dans le truc. Si c'est pas validé, certifié par l'État, mon pote, c'est que c'est du scam. Genre vraiment. Et pareil, c'est de l'éducation. Tu vois, j'ai toujours pensé comme ça. Et moi, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais si je t'avais pas connu, mais jamais j'aurais pris ton accompagnement, mec. Genre vraiment. Ouais. Parce que moi, après, c'est très personnel, tu vois. Mais j'ai ce truc de me dire, jamais j'achèterai un truc sur Internet. C'est ça aussi, c'est un truc qui m'a... Enfin, un truc sur Internet, une formation sur Internet, parce que techniquement, ça peut être formation Netflix, ça peut être du vent. Oui, après, il faut se renseigner. Fait, bien sûr, il faut se renseigner, mais en fait, tu sais jamais, parce que même les avis clients, tu peux te dire, OK, il a payé son pote. Enfin, moi, je suis matrixé par rapport à ça, tu vois. Donc, ça, c'est un vrai truc. Si je t'avais pas connu, j'aurais sûrement pas pris ton accompagnement. Mais donc là, ça veut dire que là, tu vois, là, ça va être posté sur YouTube et sur mon podcast. Imaginons que tu me connais pas. Tu vois la vidéo là. Tu dis, c'est du fake. Je me serais dit, il a payé un mec. Mais vraiment, je me serais dit, il a payé un mec pour me cibler moi. Putain, c'est fou. Non, vraiment, non, en vrai, peut-être pas, tu vois, ça m'aurait quand même mis la puce à l'oreille et j'aurais sûrement voulu avoir un rendez-vous avec toi pour en discuter. Parce qu'après, c'est le feeling, tu vois, du truc. Mais c'est une bonne question que tu me poses parce que déjà, ça aurait pas été aussi smooth. J'imagine. Et ça a joué pour se lancer, mine de rien. Et c'est encore plus. Tu vois, si j'avais vu comment tu faisais, mais que tu lançais pas d'accompagnement, mec, je suis pas sûr que je me sois lancé aujourd'hui, tu vois. Donc, en fait, c'est combinaison de choses. Il fallait que tu lances un accompagnement parce que sinon, ça aurait été. Mais tu vois, c'est un très bel exemple de à quel point notre éducation et l'éducation de la société, donc le système, nous pourrit l'esprit parce qu'en fait, t'as tellement de bonnes formations et de bons accompagnements sur Internet, mais les gens vont se dire ah mais non, il y a pas le tampon de l'État et en plus pardon, mais l'État c'est France Travail, les formations de chez France Travail, pardon, mais il y en a quelques-uns qui du coup ont fini dans Shape Room. Ils me remercient tous les jours d'avoir pris Shape Room parce que dans leurs formations ou leurs ateliers qu'ils avaient à France Travail, merci quoi. Même si t'es tamponné par l'État, très mauvaise qualité. Et c'est fou à quel point de se dire que en fait tant qu'il n'y a pas ce biais d'autorité, cette figure d'autorité, ah mais non, faut faire attention, etc. En fait, c'est pas sécurisant. Mais c'est fou. Il y a personne qui va valider ça, comme si t'as un diplôme, c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai cru à ça, tu vois. J'ai cru, tu sors de top école et tout. Tu te dis, bah vas-y, c'est tranquille après. Et oui, c'est beaucoup plus simple que si t'es dans une fac un peu lambda. C'est plus simple parce que les recruteurs, ils voient ton CV et ça te facilite les choses. Mais c'est quand même galère. Et je peux te dire, mes potes, c'est galère aussi. Alors pourtant, ils ont fait des top écoles et tout. Donc franchement, ça garantit rien du tout. Mais sauf que moi, j'ai grandi avec ça et mes parents, ils sont très comme ça aussi. J'ai grandi avec ça et pour moi, c'est ma conception, ma façon de voir les choses. Mais je suis persuadé que ça va changer, je l'espère, parce qu'il y a énormément de formations et d'accompagnements qui sont vraiment de très bonne qualité. C'est juste qu'effectivement, il faut savoir les choisir. Mais il y en a de plus en plus qui sont vraiment bons. Malheureusement, il y a une première vague un peu en mode à l'américaine et tout, tu vois, où ça vendait beaucoup, ce qui n'est pas forcément hyper bon en France. Il y a eu des scammers, hein, ça arrive. Mais attends, tu sais, c'est très drôle. Je veux rebondir là-dessus parce que tu vois, les gens parfois crachent sur les infopreneurs. Moi, je me considère pas comme infopreneur parce que j'ai pas qu'une formation. Je fais du coaching, j'ai une agence de publicité en ligne, j'ai un collectif. Mais bref, il y a pas mal de gens qui crachent un peu sur ce truc de formation en ligne. Mais personne ne va forcément cracher sur les écoles de commerce, mais tu sais, bas de tableau où en fait t'achètes ton diplôme, tu vois. Et personne ne dit c'est des scammers. Pardon, mais je veux dire, les contenus des cours sont vraiment pas ouf et hyper génériques. Tu fais 5 ans, tu payes genre 10 000 € ton année, donc tu payes 50 000 €. À la fin, tu as un diplôme qui vaut rien et tu galères à trouver un taf. Moi, j'ai un pote qui a fait ça. Frérot, il est serveur dans un bar, tu vois. C'est horrible, ça. Non, mais enfin, tu vois, genre, et personne dit, ouais, c'est des scammers. Non, parce qu'en fait, l'éducation, elle t'a mis dans la tête qu'il y a un établissement. Il y a un diplôme, c'est validé par l'État alors que la formation, elle est éclatée au sol. Et donc, du coup, tu peux y aller. Par contre, un mec qui va se défoncer en face, qui fait une formation, qui fait un accompagnement, qui fait du coaching, qui fait un collectif, machin, qui a même une agence. Par contre, lui, bon, attention, c'est peut-être une arnaque. Mais mec, franchement, pour moi, c'est qu'une question de temps. Franchement, c'est qu'une question de temps. Tout ce qui est formation en ligne, accompagnement, etc. Et qui plus est, je dis en ligne, mais c'est pas que du en ligne, même si c'est construit en ligne, mais ça va se développer aussi en physique. Ça va remplacer une grosse partie, une grosse majorité des des écoles de commerce, en fait, bas de tableau qui ne valent rien. Parce que tu vois, moi, je vois des jeunes, plus jeunes que toi, entre 18, 19, 20 ans,
eux, ils ont déjà le réflexe, en fait. Ils ont une culture YouTube qui est présente, qui est là. Et eux, ils se posent beaucoup moins la question, tu vois. Par contre, ils vont aller, évidemment, diguer, chercher les bons entrepreneurs et les bons formateurs, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Mais enfin, là, tu parles de jeunes qui sont dans ça et tout, mais super tôt. Mais c'est fou. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, je lui ai dit beaucoup, d'ailleurs, à Tom, tu vois, 18 ans. Ouais. Le mec, ce qu'il fait, c'est fou. Moi, à 18 ans, je me vois à 18 ans, mais t'es en mode, j'étais à des années-lumière. Et en vrai, c'est OK, parce que tu vois, t'apprends et chacun son rythme et tout. Mais ouais, moi, je trouve ça bien que la nouvelle génération soit comme ça. Après, les écoles de commerce, je sais que même les bas de tableau, c'est celles qui sont certifiées par l'État. Et t'en as plein. Alors, je te dis pas, au salon de l'éducation, t'as plein de trucs. Alors, en fait, c'est un master. C'est pas un master, c'est différent. Ce qui va faire que t'es pas diplômé pareil et ça vaut pas la même chose sur le marché de l'emploi. T'as plein de petits trucs comme ça. Ouais. Et franchement, encore une fois, si tu sais pas comment ça marche, mais mec, tu peux le faire pigeonner, mais de fou, tu vois. Mais pour moi, c'est ça. J'ai de la chance, ma mère, elle bosse dans l'éducation. Donc, heureusement, elle a pu m'aider, m'aiguiller là-dessus. Donc, j'étais sûr de pas tomber sur un truc de scam. Mais, tu vois, des gens qui connaissent pas grand-chose au truc, mais c'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Et ils sont autorisés sur les salons. Tu vois, ils sont autorisés sur les salons. Donc ça, moi, j'ai un peu dérivé. Je suis pareil dans des trucs qui sont même pas certifiés par l'État et qui sont des écoles de commerce. Et alors ça, pour le coup, non seulement t'apprends rien, mais en plus, je sais pas si t'avais vu, il y a un documentaire qui avait fait grand bruit, notamment en école de commerce, dans mon école. C'était dans la jungle des écoles de commerce, c'est sur YouTube. Et il parle, et justement, il montre ça de personnes qui se font avoir, mais comme pas possible. Et en vrai, c'est marrant. t'as de la peine pour eux. Et en vrai, j'encourage tout le monde à aller voir, face caméra, j'encourage tout le monde à aller voir ce reportage, parce que moi, j'avais eu un peu un déclic par rapport à ça, et ça m'avait ça m'avait effrayé de fou, quoi. Et ça avait quelque part aussi cultivé cette peur de tout ce qui n'est pas reconnu par l'État. Donc c'est à double tranchant. On va revenir à ton parcours pour ensuite comprendre ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé quand tu t'es lancé en freelance. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y avait eu un élément déclencheur, tu vois. Un truc où tu te dis, vas-y, ça c'est bon, c'est la goutte d'eau, je me lance. Franchement, si je dis, j'ai un élément en tête, mais c'est par rapport à un truc qui s'était passé dans mon entreprise. En vrai, j'ai un peu chaud de le dire, mais je vais le dire quand même parce que, tu vois, on est en freelance, donc maintenant, en vrai, je m'en tape. Mais je me rappelle d'un projet que j'avais eu. Déjà, premier truc, j'étais sur une mission pour une grosse boîte et j'aimais pas du tout ce que je faisais. En gros, ma mission, c'était que du Excel. Voilà, c'est simple. Après, j'étais en stage. Moi, mes potes, ils m'ont dit, ouais, mais t'es en stage, c'est normal, t'apprends et tout. Déjà, non, c'est pas normal. Je suis désolé, mais moi, c'est pas normal. Tu devrais pas pouvoir faire du Excel. Tu devrais pas faire. Parce que c'est pas du Excel technique, hein, qu'on mette bien les choses au clair, parce qu'à la limite, ça peut être stimulant pour des gens. C'était vraiment du Excel, tu compares des tableaux, quoi. Ah ouais, toute la journée. Vraiment, c'était vraiment la mort, l'aliénation au maximum. Putain. Et en vrai, moi, déjà, il y avait cette mission. Voilà. Au début, les 2 premières semaines, tu comprends pas encore que c'est vraiment ça, tu vois, la mission. Tu dis non, mais c'est le début, après, il va y avoir un autre truc. Après, tu comprends que c'est vraiment ça, la mission. Et t'es en mode, ah ouais, ok, sympa. Et du coup, forcément, moi, mon travail, il se détériorait parce que quand j'ai compris que j'allais faire que ça, moi, j'arrive pas à rester motivé quand c'est un truc qui me fait vraiment chier, tu vois. Donc, j'arrivais pas. Et la qualité de mon travail se détériorait, machin. Donc, j'ai dit, il faut me sortir de la mission. On m'a sorti de la mission. On m'a mis sur un autre projet. Un autre projet qui était beaucoup plus sympa. C'était un truc de data science, data analyse. Bon, c'était un truc techniquement, j'étais pas du tout au niveau, mais au moins, c'était intéressant. Et je devais faire de la visualisation à un moment pour un compte rendu de la fin de semaine. En gros, le projet, très rapidement, on devait aider un mec qui fait de la voile à tracer la data sur son bateau et à faire des visualisations sur ça. Super stylé comme projet, super stylé. Et j'avais bossé, et puisque j'avais pas le niveau, j'étais avec 2 mecs un peu plus seniors, enfin une fille et un mec un peu plus senior que moi, qui étaient vraiment à fond dans la data science et tout. Et il y a une semaine où on doit faire du coup de la visualisation. Moi, je fais 2 visuels sur 3, et en fait, le manager qui gérait ça, je te dis, là, il y a un bureau, là. Moi, je suis là. Là, je suis le manager. Là, il y a mes 2 seniors. Déjà, il ne m'a jamais regardé une seule fois. Ah ouais. Il me considérait même pas, déjà, de base. Cette semaine, en l'occurrence, parce que ça, c'était chaque semaine. Mais du coup, cette semaine, en l'occurrence, où j'avais fait plus que les autres, pour le coup, il a dit, devant le mec qui faisait de la voile, donc devant le client, il a dit, en tout cas, merci X et Y pour votre travail et tout. Alors que frérot, j'étais là, j'avais fait les visuels.
Et franchement, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, mais en plus, je vais partir parce que après le stage, je savais que j'allais me casser. Je me dis, est-ce que je reste dans la salle ou pas, ou je me casse? Parce que là, en vrai, en termes de manque de respect, moi, je l'ai vu comme un truc de fou, tu vois. Le mec, il a fait le taf, tu le regardes même pas du rendez-vous. Ouais, c'est fou. Et tu remercies devant tout le monde les 2 autres personnes. Franchement, c'était une dinguerie. Et la meuf était adorable d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce qu'à la fin, elle a dit, en tout cas, merci Mathias pour les visuels et tout. Donc super sympa. Mais tu vois, la meuf a été relativement junior, donc c'était le manager, et typiquement, c'est le manager qui va faire le compte rendu sur comment t'as taffé, tu vois. Enfin bref, c'était une petite histoire un peu longue, mais moi, ça a été un peu le déclic où je me suis dit, non, mais en vrai, le manque de respect, c'est chaud. C'est chaud. Dans la vraie vie, j'aurais jamais laissé passer ça, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je pensais partir. Et là, je me suis dit, bon, ok, ça résume vraiment tout ce que je pense. Donc, let's go, on part. Ok. Et donc là, tu rejoins Shape Room. Et là, j'avais déjà rejoint Shape Room. Ah, d'accord. Ça, c'était vers la fin de mon stage. C'est pour ça que je te disais, je savais que j'allais me casser. D'accord. Mais là, à ce moment-là, là, je me disais, ok, mois prochain, c'est full prospection. Et j'ai prospecté. J'ai chopé mon premier client. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps parce que du coup, fin février, donc 28 février, je finis mon stage. Ouais. Et je trouve mon premier client 25 mars. Ok. Donc 1 mois. Mais sachant qu'avant ça, je prospectais aussi. Hein. Tu vois, moi, ça faisait en parallèle de mon stage, je prospectais et je devais être à, on va dire, 1 mois et demi, 1 mois 3 semaines de prospection. Ça m'a pris 1 mois et ouais, j'ai chopé le premier client et après, j'ai chopé les autres. Ça s'est enchaîné assez rapidement. Après, il y a eu le Maroc, tu vois, et quand je t'en parle, j'ai l'impression que c'était hier le truc, tellement c'est passé vite. Ça allait vite. Ouais. Mais c'est bien ce que tu dis parce que comme ça tu vois, ça vend pas trop du rêve dans le sens où tu apprends un métier. Tu vas chercher tes clients, tu vois. C'est pas t'appuies sur un bouton et t'as des clients qui tombent. Ou alors t'appuies sur un bouton et tu gagnes 10 000 euros dans 2 semaines, tu vois. Ouais. Donc c'est important. Et moi, j'aime bien ce côté-là et j'aime bien que ce soit visible aussi parce que y a des gens qui ne connaissent pas le freelancing, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas le media buying non plus. Et donc, en fait, inévitablement, tu as beaucoup de gens qui se disent aussi, OK, lui, c'est un vendeur de rêve, lui, c'est un arnaqueur, etc. Et moi, j'aime bien que ce soit concret comme ça parce que se lancer en freelance, quand tu es accompagné, dans tous les cas, c'est pas une question de si ça va le faire ou pas, c'est de savoir quand et comment. Mais effectivement, il faut être motivé, il faut être engagé, il faut faire preuve de volonté et il faut s'accrocher un petit peu. Il y a des hauts et des bas, tu en as vécu, je le sais, je m'en rappelle. Il y a des hauts et des bas et à un moment donné où, paf, ça commence, tu as ton premier client et le premier client, souvent, c'est le début de quelque chose, on est d'accord. Ouais, ça débloque de fou. Moi, ça m'a aidé. En fait, juste d'avoir les mains dans les campagnes, déjà, je voyais, parce que la formation et tout, mais évidemment, rien ne remplace la pratique. Et quand tu as les mains dans les campagnes et tout, tu vois comment ça se passe, en fait, tu apprends super vite. Ouais. Et puisque je bossais avec des agences, c'est cool aussi parce que j'ai eu pas mal de retours sur comment faire les meilleurs tips, les meilleurs process possibles pour faire scaler en fait, tes pubs. Donc maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise et je sais exactement d'où démarrer et où tu arrives à la fin. En fait. Donc ça, c'est trop bien pour scale aussi. Et donc pour toi, quand tu es dans Shape Room, qu'est-ce qui a fait la différence concrètement si tu devais nommer un top 3, tu vois, des choses qui t'ont vraiment... Dans la formation, tu veux dire ? Ouais, enfin dans la formation, dans l'accompagnement en général, tu vois. 3 choses qui ont fait vraiment la différence pour toi. Moi, je trouve déjà l'esprit de communauté, c'est le premier truc, parce que t'es avec plein de gens qui sont sur le même chemin que toi. Déjà, ça va me refaire penser à Tom, tu vois, mais il y avait le canal Win, où on publie tous, du coup, les signatures de clients, les petites wins de la journée, machin. Et je me rappelle voir, du coup, Tom qui envoyait des clients, qui signaient. Et moi, j'ai pas mal de fierté. J'étais en mode, putain, il faut y aller, là. Faut y aller. Donc, rien que pour ça, après, on est tous différents. Mais moi, je sais que ça me motivait. Et même juste pouvoir échanger avec les gens, savoir où ils en sont dans la prospection, ça donne un peu cet élan collectif. Et t'es vraiment pas tout seul. Parce que moi, je sais que si j'étais solo, tu te laisses traînasser un peu. Tu te laisses aller, c'est pas sérieux. Donc ça, déjà, c'est le premier point, la communauté. Deuxième, c'était forcément encadré par toi. Moi, entretien individuel toutes les 2 semaines. En vrai, c'était super. Même pour savoir où t'en es, tes problématiques, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Les coachings avec les coachs de Shape Room, où tu vois, c'est des cas concrets, etc. Donc, même si tu n'as pas de client, tu peux déjà avoir des cas de pratique. Donc, ça, c'est super important. Donc, ça, c'est 2 points. C'est même les 3 points. Hein. C'est l'accompagnement individuel. C'est-à-dire que tu n'es pas noyé dans la masse. Tu es une brebis parmi tant d'autres. Tu vois, il y a vraiment un focus sur toi et derrière le coaching où tu peux avoir de la pratique même sans avoir de clients. Ça, c'est top, quoi. Ok.
Et donc si, imaginons, tu vois, il y a quelqu'un qui, comme toi, potentiellement ne me connaît pas, Ouais. il hésite, tu vois, il se dit c'est peut-être un arnaqueur, mais le feeling et tout, ça passe. Peut-être que je me lancerai ou pas, tu lui dirais quoi? Déjà, comment il connaît pas Nico de chez Ipat De Shape Room. De chez Ifro, mais de chez Ipat. Bah, je lui dirais, écoute, en vrai, c'est dur parce que même moi, je saurais pas comment un profil aussi coincé que le mien, j'aurais pas su comment le convaincre. Non, mais je le dis, hein, tu vois. Non, mais de manière très honnête, pas besoin de le convaincre. Ouais. Juste, tu lui dirais quoi sur Shape Room? Si t'as pas envie d'être seul, de te lancer, en fait, tu veux t'accélérer, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment ça. Tu veux accélérer la croissance de ton activité. T'es freelance, tu sais même pas par où commencer. Enfin, t'es média buyer, tu sais pas par où commencer. T'auras les premières étapes qui sont tracées. T'as même pas à réfléchir sur ça. En vrai, ça t'enlève beaucoup de charge mentale déjà dès le début. Et esprit de communauté, tu vas rencontrer des gens super cool. Ça c'est sûr. Même, enfin, que ce soit avec les gens que tu bosses, que ce soit les gens de la promo. Tu vois, moi, les gens avec qui je suis parti au Maroc, en vrai. Je m'entends super bien avec eux et c'est un énorme plaisir. Tu vois, on se fait des co-living, des coworking, pardon. Donc des cowork hebdomadaires. Une fois par semaine, on se retrouve et on se fait un cowork parce qu'on est devenus potes, tu vois. Ouais. C'est pas parce qu'il y a la formation qui dit qu'il faut faire ça. C'est juste qu'on est devenus potes et en fait, c'est des gens que j'apprécie humainement. Et ça, c'est déjà trop cool. Juste rencontrer des gens que tu kiffes, c'est trop bien. Déjà, c'est des points balèzes là, que je t'ai sortis. Ouais. Si t'as besoin de plus... non, mais franchement... Mais en tout cas, c'est les points qui me viennent à l'esprit et pour moi, c'est le truc principal. Non, mais franchement, c'est cool parce que tu vois, c'est exactement ce que je veux créer. C'est non seulement tu te lances en freelance, t'apprends un métier. Ouais, t'as un autre truc à dire? Ouais, c'est pareil. Tu vois, je t'ai dit, je me serais pas lancé si je te connaissais pas. Et il y a un autre truc, c'est dans ton discours, au-delà qu'on soit pote, machin, dans ton discours, j'avais senti ce truc de ok, c'est genre mission de vie, tu vois. C'est pas juste tu fais ton business, machin, tu fais de la formation pour engranger la thune, tu vois, parce qu'il y en a. Moi, c'est un peu comme ça que je voyais certains formateurs. Moi, c'est beaucoup dans le discours que t'avais. C'était vraiment, je ressentais c'est ta mission de vie. C'est d'aider les gens à vraiment aller au-delà, déjà de leur peur et avoir la vie qu'ils veulent, tu vois. Moi, ça, c'est le truc qui m'avait convaincu, encore plus que le fait qu'on se connaisse, tu vois. Où je me suis dit, ok, le garçon, il est sérieux. C'est comme ça que je dirais. Mais tu vois, genre, il est sérieux parce que ça se ressent, en fait, quand t'en parles. Ouais. Et ça, c'est ultra important, je pense, d'avoir quelqu'un qui est à fond dans son projet et qui y croit même plus que toi, tu vois. Genre, en fait, même si tu doutes, même si t'as des élèves qui doutent, je sais que toi, t'y crois plus que toi et comme tu l'as, plus que eux-mêmes. Et comme tu l'as dit, c'est un peu ce truc de se dire, c'est pas est-ce que ça va marcher, c'est quand. Et je pense que ça résume bien tout. Bah écoute, ça fait plaisir. Et tu le disais, tu te fais des potes, il y a cet esprit communautaire, c'est exactement ce que je veux. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le bootcamp, donc la partie formation, ça dure 3, 4, voire 5 mois. Et pour moi, c'est une sorte de porte d'entrée parce que le bootcamp t'amène de 0 à 1. Tu apprends le métier, tu te lances en freelance, tu trouves tes premiers clients. Et ensuite, la communauté, elle est là pour fédérer, pour rassembler, pour créer du lien et pour perpétuer un truc, tu vois, pour faire grossir quelque chose, pour aussi accompagner tout ce mouvement, tu vois, où tu as de plus en plus de freelance, les gens ont envie de liberté, ont envie d'être épanouis, ont envie d'être sereins, ont envie de gagner de l'argent. C'est un mouvement, en fait, tu vois, c'est un changement de paradigme. Et je trouve qu'on doit en prendre conscience et on doit aussi mettre en face de ça les dispositions et toutes les décisions nécessaires pour pouvoir créer quelque chose qui est à la hauteur des attentes des gens et des craintes aussi des gens, tu vois. Et donc, c'est pour ça que le fait que tu te fasses des potes, qu'il y ait la communauté, c'est le truc que je veux, c'est qu'il y ait du lien et qu'après, vous puissiez vous développer, gagner de l'argent, travailler ensemble, voyager et être épanoui, quoi, en fait. C'est ça, parce que quand je dis des potes, oui, c'est des potes, on s'entend bien humainement, mais en plus, c'est des potes qui sont dans le même environnement que toi. Et ça fait la diff, parce que mine de rien, c'est aussi un truc, quand on parlait de communauté, moi, je sais que je reprends mon exemple, tu vois, tous mes potes qui sont dans le corpo, même s'ils te soutiennent et tout, parce que c'est des bons potes, en fait, tu vas jamais pouvoir leur exposer tes problématiques parce qu'ils pourront pas comprendre, en fait. Et c'est pas parce qu'ils sont bêtes ou quoi, mais c'est juste qu'ils sont pas dans le truc. Ouais. Et en fait, ils peuvent pas comprendre. Et quand t'es avec justement des gens qui font ça, qui sont aussi dans le freelance et tout, machin, en fait, eux, ils comprennent tes problématiques. Et tu peux échanger des tips et en fait, tu vas beaucoup plus vite. Encore une fois, c'est un accélérateur de fou. Au-delà de kiffer humainement, c'est un accélérateur de fou pour ton business. Donc en fait, c'est win-win de partout. En fait, il y a de la win de partout. C'est quoi la suite pour toi, là? Écoute, moi, la suite, j'ai mes objectifs qui étaient très clairs. Déjà, j'ai commencé l'accompagnement du coup en janvier. Ouais. Je m'étais dit janvier 2026,
5 000 euros par mois. J'ai pas précisé brut ou net, mais les deux, ça me va, franchement, tu vois, ok. Là, mon objectif, c'est d'être à 3 000 en septembre. Ok. 3 000 en septembre. Et pour atteindre les 5 000, après, je sais qu'il y a le grind, parce que là, il y a l'hiver qui va arriver. Tu n'auras plus rien à faire dehors. Ça va envoyer, quoi, tu vois. Donc, les 5 000 en janvier. Et après, avec Lucien, du coup, on s'est fixé le petit objectif 24 mai 2026. 10 000 euros dans le mois, tu vois, de réaliser. Ok. C'est très ambitieux. Bon, on verra si ça marche. C'est possible. Je sais que c'est ambitieux, mais déjà, voilà, step by step. Moi, déjà en septembre, normalement, selon les prévisions, 3000, ça devrait être OK. Et ensuite, 5000 en janvier, quoi. Bah écoute, il faut de l'ambition déjà. Il faut de l'ambition, c'est important. Et n'oublie pas une chose, parce que tu vois, tu parles de prévision. Je parle d'argent aussi beaucoup. T'as dit quoi? Je parle d'argent beaucoup, mais après, je parle pas des expériences, de devenir encore meilleur dans ce que je fais, parce que ça aussi, c'est des trucs qui me tiennent à cœur au-delà de l'argent, tu vois. Ouais, évidemment, de toute façon, mais l'argent, on dit long, de toute façon. Mais n'oublie pas une chose, c'est que les objectifs sont là pour créer du drive, ils sont pas là pour être atteints. Ce que tu disais selon les prévisions. Alors, si ta prévision, l'aspect pragmatique, te dit 3 000 euros en septembre, tu peux très bien te dire, OK, objectif, 4 000 en fait. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que l'objectif n'est pas fait pour être atteint, il est là pour créer du drive. Et en fait, si tu te mets dans la tête, je vise 4 000 en septembre, bah peut-être qu'au final, ta prévision, ce ne sera pas 3 000 parce que tu te seras poussé dans tes retranchements pour aller plus loin et tu auras peut-être allé chercher 3 200, 3 500, 3 600, peu importe, tu vois. Ouais. Donc, il y a quand même toujours une différence entre ce que je pense, qui va se passer, les prévisions, machin, et mes objectifs. Je veux ça, c'est différent de il va se passer ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est très bien l'objectif de 10 000 euros. C'est pas forcément ambitieux, il faut de l'ambition de toute façon. Donc c'est très bien. Et surtout que mec, en un an, il peut se passer tellement de choses. De fou. Donc les 10 000 euros, moi j'y crois, mais largement. Moi aussi, mec, je suis super excité. Hein. Voilà, je te parle. Mais en plus, ça ne dépend que de toi. C'est ça qui est, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. C'est qu'en fait, tu mènes ton propre bateau. Ça ne dépend que de toi. Ouais. Si à partir de septembre, par exemple, tu veux te tartiner, tu disais, et puis le mois de l'hiver et tout, tu sors pas trop. Si tu veux te tartiner, moi je me fais aucun souci pour toi. Ouais. Tu peux même faire 10K avant mai de l'année prochaine. Ouais. Hein. Bah, j'espère, hein. c'est le projet, tu vois. Mais quand je dis, c'est les objectifs que je me suis fixés. Et là, je t'ai donné la date précise parce que c'est celle qu'on a mis dans le calendrier avec Lucien. On a un call de prévu là. Et ouais, non, mais carrément. Et après, aussi le côté skills, de devenir encore meilleur. Tu vois, je sais que déjà, je me débrouille vraiment pas mal. Mais c'est devenir encore plus expert, toujours apprendre davantage. Et voilà. J'aimerais bien que tu puisses t'adresser à, imaginons, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui était dans la même situation que toi, en stage, devant son Excel. Regarde face cam déjà. Devant son Excel et qui se pose pas mal de questions, qui n'en peut plus de son taf. Et tu lui dirais quoi? Déjà, juste pour l'excitation de l'aventure, d'avoir son truc, il faut y aller. Déjà, rien que ça devrait te convaincre. Et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait? Est-ce que tu veux juste gravir les échelons, avoir une part de non contrôlable dans ta carrière parce qu'il y aura beaucoup de ça, ou est-ce que tu veux être 100% responsable de ce que tu fais, de comment tu vas mener ta barque? T'as beaucoup plus à vivre en fait et à mener en faisant ça et en suivant ce chemin-là. En fait, je suis ultra excité pour toi, tu vois. Genre là, je t'en parle, je suis super excité parce que je me dis, juste les gens que tu as rencontrés, même en termes d'argent, ce que tu peux faire. Déjà, en fait, rien qu'en termes de possibilités, ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la carrière que tu peux avoir, du moins dans les 5-10 prochaines années. Donc, sur ça, il n'y a même pas de question à se poser. Et ouais, l'excitation, tout simplement, c'est l'aventure. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller comme ça quand tu, je sais pas, quand tu seras bien et tu diras à tes gosses, ok, j'ai pris la décision de faire ça pour être bien aujourd'hui, c'est une fierté incroyable. Et en plus, encore une fois, en termes de fierté, tu pourras être que heureux de ce que tu as fait toi et tu seras super fier de toi en fait. Et je pense que ça joue aussi beaucoup la fierté que tu peux avoir envers toi-même, de dire ok, j'ai pris ces choix-là qui étaient assez forts. Et maintenant, j'en suis là, tu vois. Et c'est pas c'est tombé du ciel, c'est pas quelqu'un m'a promu ou toi. Non, c'est pas ça. C'est toi qui as fait ton truc et t'es là aujourd'hui. Très juste. Et pour moi, c'est vraiment, en tout cas, moi, ce qui me drive. Et j'encourage tout le monde à faire pareil. Mais voilà, chacun fait sa vie après, chacun fait ses choix. Non, mais très juste. Très juste. Bah écoutez,
J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que le parcours de notre cher Mathias vous inspire. N'hésitez pas, peut-être on peut te contacter quelque part, peut-être Ouais, sur bien LinkedIn. sûr. Sur LinkedIn, Mathias Thibault-Lévesque. Tu mettras le petit lien. Je sais pas comment ça marche. Ouais, on mettra le lien. Il y a un on mettra lien. le Parce que c'est vrai que Envoyez les demandes. Moi, j'accepte. Si vous c'est vrai que le Thibault-Lévesque est dur à écrire. Je pense. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. Mathias Thibault-Lévesque. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Faudra taper Thibault-Lévesque. Voilà, allez le voir sur LinkedIn. Tu postes sur LinkedIn, Yes. non? J'ai un peu moins posté dernièrement, mais justement, ça c'est. Tu me demandais mes prévisions en termes de contenu aussi. Déjà les rushs de ce podcast et même les posts qui vont repartir, ouais, c'est prévu. Parfait. Eh ben écoutez, j'espère que notre discussion vous aura plu et vous inspire. J'espère que le parcours de notre cher Mathias, encore une fois, vous inspire et ce sera utile pour vous. D'ici là, on se retrouve pour un prochain épisode. Peut-être un nouveau témoignage ou d'autres épisodes, d'autres choses. Merci beaucoup. Ciao. À très vite. Salut. Ciao.